retour au débat de France 24. C'est la pénombre à présent à Trafalgar Square où les Londoniens sont réunis en signe de recueillement après l'attaque d'hier qui a fait 3 morts et 40 blessés. 29 personnes sont toujours hospitalisées, dont 7 dans un état grave. Et vous voyez ces bougies en hommage aux victimes de cette attaque. L'auteur de l'attaque, lui, a été identifié. Il s'agit d'un Anglais de 52 ans, natif du Kent. Il résidait dans le centre de l'Angleterre et ne faisait pas l'objet d'enquête en cours, même s'il avait été dans le passé fiché pour des soupçons de radicalisme. On en parle avec nos invités ici même en plateau. Jacques Poinas, vous êtes ancien chef de l'unité de coordination de la lutte antiterrorisme. Roger Marion, ancien chef de la division nationale antiterroriste, toujours en France. Jérôme Pigné, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Vous êtes spécialiste des politiques de sécurité au sein de l'Union européenne. Et enfin, Eliamine Soum, vous êtes sociologue, enseignant à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du fondamentalisme religieux. Dans la première partie de ce débat, on s'est interrogé sur la personnalité de ces individus, aussi bien à Londres qu'à Anvers. On attend toujours de savoir qui était exactement la personne qui, à bord d'un véhicule, s'est engagée à vive allure dans une rue piétonne aujourd'hui du centre de la ville en transportant des armes dans son coffre. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un individu radicalisé ou bien simplement d'un chauffard qui agissait sous l'effet de l'alcool. On ne connaît pas non plus encore sa nationalité exacte. S'agit-il d'un Français ou d'un Tunisien? Toujours est-il qu'il semblait visiblement résider en France, mais là encore nous attendons confirmation. Intéressons-nous à présent peut-être davantage aux moyens mis en œuvre par les différentes polices d'Europe pour tenter de contrer ce type d'attaque. Au lendemain de l'attentat commis donc hier à Londres, les autorités britanniques ont décidé de maintenir le niveau d'alerte à ce qu'il était jusqu'à présent à Londres, le même depuis 2014, niveau 4 sur une échelle de 5. Est-ce que cela veut dire, Jérôme Pigné, qu'on ne pouvait finalement pas faire grand-chose face à l'attaque d'hier et que face à ces signaux faibles, eh bien, ça ne sert à rien de renforcer le niveau de vigilance et de protection déjà existant? La menace zéro, comme vous le savez, elle n'existe pas. Donc on est dans un processus, encore une fois, continu de renforcement des capacités, que ce soit au niveau policier, au niveau en matière de coopération de renseignement, en interne, entre les renseignements sur le plan national et au niveau européen et même au niveau international. Mais la menace ne sera jamais réduite à zéro. Et donc, malgré les efforts qui sont faits, encore une fois, vous parliez de continuum tout à l'heure, oui, les efforts sont faits en Europe, sur les territoires nationaux, elles sont faits aussi à l'étranger, à travers les politiques de sécurité et de défense et à travers la politique étrangère. Mais il y aura malheureusement toujours le risque d'avoir ce genre d'attentats, d'attaques, qu'elles soient isolées ou qu'elles soient liées à des questions de réseau. Ça pose quand même la question à Roger Marion de la circulation, la libre circulation dans des artères centrales de nos capitales, surtout lorsque elles touchent aussi près les lieux de pouvoir. Est-ce qu'il va falloir à un moment ou à un autre réduire l'accès à ces lieux? Oui, là, en l'espèce, Anvers, il s'est engagé dans une rue piétonne. Donc, effectivement, c'est le propre du terrorisme, c'est d'essayer, Jacques Poinas l'a dit, de faire c'est une violence aveugle et de faire le maximum de victimes, quoi. Même s'il est sous l'emprise de l'alcool ou de substances toxiques, l'acte en lui-même est quand même un acte qui, dans la définition juridique en France, tombe sous le coup de la loi antiterroriste. Et à Londres, la possibilité de s'engager en voiture à proximité du Parlement, d'enfoncer une grille. Alors ce n'est évidemment pas prévu, mais c'est une possibilité qui est donnée à tout individu qui a la possibilité de rouler en voiture ou en camion près d'un bâtiment public, qui plus est un bâtiment dans lequel se trouvent les députés, la représentation nationale britannique et le gouvernement britannique dans son intégralité. Disons que si on compare avec la France, on a quand même pris des mesures. Il suffit d'observer ce qui se passe dans le 8e arrondissement, que ce soit Place Beauvau ou rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous voyez bien qu'on a pris quand même des mesures pour éviter cela. Il y a des dispositifs qui sont justement beaucoup utilisés par les anglo-saxons, ce sont les car bloqueurs. La question se pose peut-être, y avait-il ou n'y avait-il pas, je l'ignore, un car bloqueur à l'entrée du palais.
Jacques Poinas, on entend régulièrement parler d'individus qui, à Washington, pénètrent au-delà des grilles de la Maison-Blanche. C'est arrivé à plusieurs reprises. On est quand même dans un des pays où la sécurité, sans doute, est prise le plus au sérieux. Est-ce à dire qu'il n'y a véritablement aucun moyen de parer à ce type d'éventualité ? Non, bien sûr, il y a des dispositifs techniques, notamment, je dirais maintenant, du mobilier urbain adapté à la protection de certaines zones, mais il est impossible de protéger toutes les zones où il y a du public et de les protéger complètement. Et puis, bon, je dirais l'utilisation du véhicule à Londres comme véhicule bélier a été faite dans un endroit relativement anodin, même s'il est proche des lieux protégés. Après, la victime, le policier tué, il a été tué par arme blanche. Donc le véhicule a bien été arrêté, même s'il a foncé dans une grille du Parlement. Mais je veux dire, c'est une attaque à l'arme blanche qui a fait la dernière victime, le policier. Est-ce qu'un jour, en France, on barrera l'accès à l'avenue Matignon, à la rue du Faubourg-Saint-Honoré ? C'est déjà le cas, d'ailleurs, sur la section qui se trouve devant l'Élysée. On a barré, par exemple, depuis quelques années, un certain nombre d'années, la rue Boissy-d'Anglas, parce qu'elle longeait l'ambassade américaine. On a bloqué d'autres endroits. Bon, à un moment, je dirais, l'équilibre entre la gêne occasionnée et l'intérêt, je dirais, de prévention se pose. Bon, on en revient toujours à la fin à la même question. Quel sacrifice dans notre manière de vivre au quotidien sommes-nous prêts à accepter pour renforcer notre sécurité ? Et dans tout. Et de ce point de vue-là, il y a une différence entre ce que sont prêts à tolérer le degré de tolérance des Anglais et des Français ? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que les Français soient plus indisciplinés que les autres peuples dans ce domaine-là. Ça montre en tout cas à quel point, sans doute, le renseignement a plus que jamais une importance capitale pour anticiper ces événements. Eliamine Soum, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de moyens supplémentaires accordés au renseignement. On sait qu'il faut beaucoup de personnes pour surveiller chaque individu, fichier S. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la France fait suffisamment en la matière ? C'est le débat récurrent après chaque attentat. Alors juste pour vous dire ce qui a été dit, l'objectif, c'est pas de sécuriser que les lieux de pouvoir, c'est de sécuriser l'ensemble des populations vivant d'ailleurs ici ou ailleurs. Mais on voit bien l'intérêt des lieux de pouvoir, c'est que ce sont des lieux symboliques. Oui, bien sûr, il faut frapper fort, etc. Et ça donnerait peut-être une connotation plus politique que de tirer ou d'aller tirer sur les gens dans la foule ou comme ça sur n'importe qui. En revanche, effectivement, sur la question de la lutte antiterroriste, il y a un certain nombre de pays qui ont une expérience là-dessus. Ce qui s'est produit sur le développement en fait du djihad mondialisé, c'est l'Afghanistan le premier terrain à l'époque où il fallait cogner l'URSS des années 80. Voilà, des années 80. Et il y a un pays qui a expérimenté, c'est l'Algérie, avec le retour des Afghans, environ 3000 hommes qui savaient utiliser des armes, qui étaient entraînés. Donc ça a été redoutable pour l'armée algérienne, qui a dû expérimenter à des moments où ils ont réussi à contrôler. À l'époque, ils parlaient déjà d'État islamique. Donc c'est la même idéologie, la même matrice idéologique. Donc effectivement, il y a le travail de renseignement sur le terrain. Il faut se poser les questions, pourquoi Daesh est apparu ? Pourquoi on a eu le nazisme après le traité de Versailles ? Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire payer à l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est produit dans cette région du monde ? On est en période électorale et se pose la question aussi de notre politique internationale. Jusqu'où on va aller s'amuser à titiller tel et tel régime, d'être aujourd'hui allié à un certain nombre de régimes qui font la promotion des thèses wahhabites, qui font la promotion des thèses fondamentalistes, des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui sont des pays où on peut être fouetté parce qu'on est un poète, parce qu'on n'est pas en accord avec... Voilà, donc ça pose une question d'accord avec ce qu'on a répété, parce que les liens qu'on a avec la Grande-Bretagne et tous ces pays, c'est la question démocratique. Ça s'est toujours répété, que ce soit au Danemark, en France, etc. Nous sommes des démocraties, donc on ne va pas céder à ça. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et il y a une question qui se pose au-delà même des moyens qui sont affectés au renseignement. Là, bien évidemment, la question des renseignements, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent revenir.
qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'on l'a vu sur un certain nombre de pays, c'est dangereux. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans l'entre-deux, qui se disent peut-être que je vais me réintégrer. Il y a des gens qui doivent être dans le regret. Et puis, il y a des gens qui doivent être extrêmement dangereux. Vous imaginez, lorsqu'on passe plusieurs mois, voire plusieurs années à s'entraîner au combat, etc. Donc, on a des gens qui sont aguerris. Et l'histoire nous enseigne qu'il y a toutes ces dimensions-là. Donc, il y a une dimension de politique internationale qui se pose clairement sur un jeu d'alliance avec un certain nombre de gouvernements. Et qui aura des effets à long terme. Est-ce qu'il faut que la France aussi se laisse dicter sa politique internationale par Quand vous avez des gens qui sont prêts à prendre un chèque chez les Qataris, ou comme l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui dit... qui présente une espèce de vision ferme de la laïcité, mais qui dit que l'Arabie Saoudite est notre partenaire stratégique pour vendre quelques armes, pour aller aujourd'hui se battre contre le Yémen, qui est une grande catastrophe humanitaire. Mais rompre avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, je dis d'être en cohérence avec nos valeurs. On ne peut pas dire qu'on est un pays laïque, on défend la liberté d'expression pour des poètes, et de dire qu'on doit se combattre un régime comme celui d'Assad, celui de Kadhafi, et d'aller faire alliance avec des monarchies qui ont fait aujourd'hui la promotion. On sait qu'à travers des réseaux d'ONG, des réseaux de chaînes aujourd'hui comme Vous pensez que la France est visée pour sa politique étrangère et non pas pour le symbole qu'elle représente ? Pas que. Il y a ce que disaient les types du Bataclan, ils disaient, vous, ce que vous nous faites en Syrie, voilà comment on vous le rend. Bon, après, ça peut être une justification, mais il faut écouter ce qu'ils disent, même si c'est des gamins qui sont nés en France. Et donc, bien évidemment que la question du renseignement, elle est cruciale, parce que le travail que font les services de renseignement, c'est d'écouter, et c'est la force de la démocratie. On ne va pas mettre en prison quelqu'un juste pour son opinion. On n'est pas une dictature. Jérôme Pigné. Alors pour abonder dans ce sens-là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on s'est beaucoup focalisé sur la question capacitaire, le renseignement, les aspects judiciaires, les aspects de police, mais en fin de compte, c'est aussi les aspects internationaux. C'est aussi les questions de développement. L'Union européenne se focalise depuis le sommet de la Valette, notamment sur les questions migratoires en Afrique. Et donc, si on se focalise, nous, uniquement sur ces aspects capacitaires, ces aspects sécuritaires et militaires, à mon avis, on va droit dans le mur, parce que aujourd'hui, l'asymétrie qui est proposée par le terrorisme et l'extrémisme violent nécessite qu'on aille au-delà un petit peu des secteurs. Et justement, il faut un peu décloisonner et voir qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui inspire justement ces présupposés djihadistes. Et c'est évidemment... C'est le message qu'on envoie ? Oui, c'est les messages qu'on envoie, mais c'est les politiques qu'on a en matière de développement, de coopération, comment on traite les questions migratoires. Et donc, tout ça fait le lit aussi de l'extrémisme violent. Donc, il faut faire très attention, mais surtout penser à décloisonner au-delà des aspects sécuritaires. Mais est-ce qu'il ne faut pas, malgré tout, face à cette menace, dans la mesure où elle existe, la reconnaître et donc se doter les moyens de contrôler aussi les entrées et sorties du territoire? On parle de terrorisme aujourd'hui, on parle de terrorisme, mais on va en parler encore pendant des semaines et certainement dans des années, alors qu'au niveau international, on n'est même pas d'accord sur la définition du terrorisme. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait prendre à revers et essayer d'avoir une vision un peu plus transverse de ces éléments. Jacques Poinas, pour vous, le débat aujourd'hui, il est idéologique ou avant tout pratique? C'est-à-dire qu'il faut se doter les moyens de contrôler, quitte d'ailleurs, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à suspendre Schengen et peut-être même à réintroduire des contrôles physique aux frontières. Le débat, il est forcément à la fois, je dirais, immédiat et pratique, la nécessité de se protéger, mais il est également évidemment idéologique, puisque il y a des sources idéologiques du terrorisme. Donc, mais le problème, là aussi, c'est une question de temps. Nous devons nous protéger aujourd'hui, à chaque minute et tout de suite. Nous ne pouvons pas espérer un règlement de toutes les questions qui créent, qui sont le terreau du terrorisme, qu'il s'agisse de misère, de problèmes, ou simplement d'ailleurs de l'existence d'une vision de l'islam actuellement djihadiste, qui est quand même une donnée également. Mais nous ne pouvons pas agir dès aujourd'hui et avoir des résultats dès aujourd'hui sur toutes les causes profondes du terrorisme. Donc évidemment, la lutte contre le terrorisme, elle est à la fois quotidienne et pratique, et elle est idéologique et à plus long terme. Roger Marion, aujourd'hui, la France, avec l'opération Sentinelle, mobilise des militaires et gendarmes sur l'ensemble de son territoire. Beaucoup le reconnaissent, on peut difficilement faire davantage. Nous sommes en état d'urgence. Certains, d'ailleurs, souhaiteraient qu'après le mois de juillet, eh bien, on ne retourne pas dans une période d'état d'urgence. Est-ce que, d'après vous, le maintien de l'état d'urgence, compte tenu de ce qui s'est passé là, est nécessaire ? Non, c'est une mesure exceptionnelle.
qui a déjà par trop été, à mon sens, prolongé, parce que c'est lié en quelque sorte. Le dispositif législatif antiterroriste, il est déjà dérogatoire au droit commun. Donc, aller chercher l'état d'urgence, qu'il ait été institué comme c'était prévu pour 3 mois initialement, je veux bien, mais le proroger, ça n'a plus aucun intérêt. Ce n'est plus un état d'urgence parce que, pour 2 raisons. Déjà, le dispositif Vigipirate, qui est en vigueur depuis très longtemps. Oui. Et on a modifié les postures et autres. Temporaire au départ. Oui, qui devaient être temporaires. Ça fait plusieurs années qu'il existe, n'est-ce pas? Et combien? 95, donc. Oui. Voilà, mais même depuis l'attentat Saint-Michel. Bon. Donc, voyez, septembre 95. Déjà, pas de Saint-Michel, c'est dans les attentats. C'est après l'attentat de Lyon, je crois. Oui. Donc on est là dans une posture où il y a de la part de nos concitoyens une accoutumance. Ensuite, on a fait appel dans le dispositif Vigipirate à la coopération civilo-militaire. On a vu des militaires dans la rue. Dans une démocratie, quand on voit des militaires dans la rue en armes, dans des petits aéroports comme je l'ai vu, indépendamment des grands aéroports internationaux, c'est très choquant. Donc, moi, quand j'avais des responsabilités, je les ai, mis sur des missions pour lesquelles leur formation, leur armement et leur uniforme étaient beaucoup plus adaptés pour sécuriser des lieux. Donc, déjà, dispositif Vigipirate, coopération civilo-militaire dans ce dispositif, et puis c'est pas suffisant, on passe à Sentinelle. Pourquoi on passe à Sentinelle? Parce que la Sentinelle, c'est la garde statique. Oui. Et, vous voyez, contrairement au dispositif Vigipirate. Mais on a voulu protéger les personnalités, qu'elles soient religieuses ou autres, qui étaient visées après les attentats de Charlie Hebdo et autres. Mais concrètement, des militaires en faction à partir du moment où devant un domicile qui était inconnu du grand public, vous mettez des militaires dans une tenue de combat et avec un armement de guerre, donc déjà vous désignez un objectif, qu'on le veuille ou non. Donc il y a ce problème d'accoutumance et le dispositif, de l'état d'urgence que vous nommez, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'avoir des pouvoirs dérogatoires droit commun, comme dans le dispositif judiciaire antiterroriste, mais qui sont, qui sont le fait de l'autorité administrative et non judiciaire. Mais donc, d'où toute la contestation qui a eu lieu sur les perquisitions administratives. Jacques Poinas, chiffon rouge, Sentinelle, d'après vous? Non, Sentinelle, je crois que c'est une nouvelle appellation, mais la vraie question, c'est est-il dans la nature d'une force militaire d'avoir une présence constante sur le territoire national pour des tâches de sécurité intérieure? On voit bien on arrive parfois quand même effectivement à des contradictions. Puisque dans l'affaire du Bataclan, on s'est trouvé dans la situation où il y avait des militaires qui n'avaient pas ordre de tirer, présents, mais qui ne pouvaient pas, agir avec leurs armes, qui étaient des armes adaptées à la situation, et les policiers qui, eux, pouvaient agir, mais qui n'avaient pas les armes adaptées à la situation. Oui. Si vous voulez, je crois qu'à un moment, avoir des gens armés et présents pour des tâches de sécurité sans qu'ils aient aucun pouvoir d'autorité publique, c'est-à-dire pouvoir de police, on arrive à une contradiction, si vous voulez. Ça a été un peu modifié d'ailleurs depuis le Bataclan. Oui, mais on arrive à un moment à une contradiction, et je crois qu'il vaut mieux rechercher... Dans le cas d'Orly, on a vu que les militaires ont pu, et d'ailleurs dans le cas du Louvre aussi, agir avant l'intervention du raid, puisque dans le cas d'Orly, le raid est arrivé une heure après. Mais parce qu'ils étaient en légitime défense. Parce qu'ils étaient en légitime défense d'eux-mêmes. Oui, alors mais qu'en légitime défense d'autrui, ils sont en porte-à-faux. Mais c'était l'objectif. Oui. Malheureusement, les terroristes avaient choisi l'objectif. Parce que c'est le symbole de l'État. Non, alors je crois qu'il vaut mieux à un moment avoir une législation de droit commun et une organisation de droit commun
adaptés à la situation plutôt que de recourir en permanence à des dispositifs de nature exceptionnelle. Merci, on en restera là. Pardon à Elia Minsoum qui voulait intervenir. Merci à Jérôme Pigné, merci à Roger Marion et à Jacques Poinas. Restez avec nous tout de suite, c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Anthony Saint-Léger est avec nous pour un œil sur les médias. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël. On revient sur cette attaque de Westminster et Londres qui refuse de céder à la peur. Oui, nous ne nous laisserons pas intimider. C'était le mot d'ordre de Theresa Villiers dans cette tribune du Guardian ce matin, cette ancienne secrétaire d'État du gouvernement Cameron. Pour elle, ni le meurtre de Joe Cox, cette députée travailliste qui avait été assassinée en juin dernier, ni l'attaque d'hier, ne changeront les choses. Le Parlement sert la nation depuis des centaines d'années et il continuera à le faire. Autre mot d'ordre, c'était celui de Theresa May, la première ministre britannique ce matin. Nous n'avons pas peur, nous ne vacillerons jamais face au terrorisme. Et we are not afraid, c'était aussi ce qu'on pouvait lire hier, je vous en parlais dès hier sur les réseaux sociaux avec ce symbole du métro redessiné et qui a d'ailleurs été réutilisé par le journal Métro lui-même. Et justement dans le métro londonien ce matin, plusieurs panneaux d'information ont pris une autre tournure. Les traditionnelles citations du jour se sont transformées en encouragement, en optimisme et en réconfort pour les voyageurs. Il y avait ce panneau côte à côte, nous sommes unis. Tower Hill, la station, reconnaissait sur son compte Twitter que c'était difficile d'écrire quelque chose en ce jour, mais a tout de même mis cette citation: la fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus belle et la plus rare de toutes. On pouvait également trouver cette devise dans une autre station: unis nous restons debout, divisés nous tombons. Autre station, autre message, c'était ici à Oval Station: être le plus fort quand tu te sens le plus faible. Ou encore à Richmond: de mauvaises choses arrivent dans le monde, mais il en émerge toujours des histoires de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires. Il y a eu aussi un autre message qui est devenu viral: Londres est Londres et quoi que les terroristes fassent, nous continuerons à boire du thé et à aller de l'avant. Un message qui a été extrêmement relayé, alors à la fois par les internautes mais également par plusieurs députés. C'est le cas du député George Freeman ou même le député Simon Hoare, qui l'a même lu devant la Chambre des députés ce matin, sauf que ce message est faux. C'est une invention de toute pièce puisqu'il existe en effet un générateur de messages de service qui permet d'imiter les vrais panneaux d'information du métro londonien. Alors c'est vrai que le message est faux, mais le sentiment, lui, était certainement bien réel et certainement aussi partagé par de très nombreux Londoniens. Autre sujet à présent, le président de l'Eurogroupe, Dijsselbloem, qui refuse de démissionner malgré ses propos très controversés. Oui, et ces propos, les voici. Celui qui réclame la solidarité a aussi des devoirs. Alors voilà pour la pub. Mais je ne peux pas dépenser tout l'argent dans le schnapps et les femmes et ensuite demander de l'aide. Dixit donc Jeroen Dijsselbloem qui évoquait dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung lundi dernier que ça concernait les pays d'Europe du Sud fragilisés par la crise. Des déclarations qui ont évidemment fait polémique sur Twitter. C'est une insulte à la moitié de l'humanité, à la moitié des Européens. Une insulte qui devrait même lui coûter son poste pour cet internaute. Honte à l'Eurogroupe. Ils ont été en effet nombreux à demander sa démission. Voici ce que tweetait cet internaute. Alors ça, on voit cette photo de bar dans les rues d'Amsterdam. Ça, c'est l'Europe du Sud pour Dijsselbloem. Eh bien non, c'est Amsterdam, puisque Jeroen Dijsselbloem est de nationalité néerlandaise. Après ça, il doit perdre sa légitimité, estime cet internaute. Pour ce partisan de Nicolas Dupont-Aignan, on est bien loin de l'idéal humaniste européen. Des politiques qui ont réagi, notamment au sein du Parlement. D'abord le président qui dénonce des propos inacceptables et dénonce aussi une faute de la part de Dijsselbloem. Et puis plus question d'appartenir à la famille social-démocrate pour cette eurodéputée socialiste française, soutien de Benoît Hamon. De l'autre côté de l'échiquier politique, à la CSU, cet eurodéputé allemand rappelle que l'Europe, c'est aussi le respect et qu'il n'y a pas de place pour les préjugés. Il y a aussi, bien sûr, les réactions des pays du Sud, directement visés par ces propos. On en appelle aussi à la démission, un commentaire malheureux tant sur la forme que sur le fond pour le ministre espagnol de l'économie.
impensable et inacceptable qu'il reste à son poste pour le gouvernement portugais. Il y a eu aussi la réaction de Gianni Pittella, l'eurodéputé socialiste italien, qui estime que ces propos sont discriminatoires, honteux et choquants. Il ne mérite pas de siéger, disait même l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi. Sur Facebook, il dénonce des blagues stupides. Il a perdu une occasion de se taire. Alors face au tollé provoqué, eh bien, le président de l'Eurogroupe a regretté ses propos. C'est une phrase mal comprise qu'il justifie avec son style direct et sa franchise néerlandaise. On se justifie comme on peut. Il assure en tout cas en avoir tiré les leçons. Mais pas question de démissionner pour autant. Son mandat court donc jusqu'au